nom c'est Michel Germain, mon nom de baptême, là, catholique, français. J'avais un nom d'origine. Je crois qu'on était la famille Natipi du Lac-Saint-Jean. Moi, je suis montagnais du Lac-Saint-Jean. Et puis, j'ai hâte de faire ce voyage-là que je veux entreprendre avec Hélène Collin, de Belgique. Jusqu'à date, j'ai fait 28 États américains. J'ai vu pas mal de nations indiennes, puis j'en ai beaucoup à voir encore. Puis au travers de ces rencontres-là, je veux aussi documenter ça un peu aussi. Ça, j'aimerais ça. Puis ce voyage-là, je veux que ce soit comme une continuité de ce que je faisais auparavant. Je ne sais pas ce que ça va ressortir de ce film, de ce documentaire-là, de ce voyage-là. Je ne sais pas, mais je crois que moi, personnellement, je vais vivre des choses incroyables. Puis elle aussi. Probablement. Puis mettre ça ensemble. C'est ça que ça va être bon. Puis en plus, c'est intergénérationnel. Moi, j'ai 55 ans. Elle a, je crois, peut-être 28, 29 ans. J'ai un garçon qui a 31 ans, tu sais. Il voyageait avec mon garçon, c'était super. Ben, d'une autre nationalité. Ah, ça va être très, très bon, ça. Tu vois, on est au Lac-Saint-Jean ici. Ça, c'est le Lac-Saint-Jean, le Québec, Montréal, Ottawa. Et puis nous, on va probablement... Moi, j'aimerais faire le parcours, traverser ici un peu avant. Après ça, ben, redescendre dans ces autoroutes-là, puis aller voir des nations indiennes là-dedans. Parce que je veux aller à Nouvelle-Orléans aussi, en Louisiane, parce qu'il y a des Autochtones là-bas qui parleraient français. Puis de vivre vraiment une espèce de symbiose de deux êtres humains dans ce voyage-là. Puis finalement, pour se rendre au Four State Corner. Les Four State Corner, c'est le Utah, l'Arizona, le Colorado et le Nouveau-Mexique. C'est les seuls États américains qui ont les 4 coins. C'est ce qu'ils appellent les Four State Corner. Puis les Four State Corner, l'histoire des Four State Corner, ça a été un ancien hippie qui était propriétaire des Four State Corner. Puis lui, il a fait don de ce territoire-là à toutes les croyances dans le monde entier. C'est ce que moi j'ai su comme histoire des Four State Corner. Puis il invite les Amérindiens, les Autochtones, quand c'est plus le temps des saisons des pavots, d'aller exposer là d'une façon gratuite. On peut rester là le temps qu'on veut pour aller exposer. Puis le Four State Corner, c'est un endroit qui est très visité mondialement par toutes les nations. Donc, c'est là que c'est mon but, c'est les Four State Corner. Puis de rester quelque temps là, d'exposer, de marchander là entre Amérindiens, Américains, faire mes kiosques. Puis aussi, à quelques occasions, comme j'ai dit à Hélène, on descendrait vers la Californie, parce qu'il y a d'autres nations amérindiennes en Californie aussi. Puis j'imagine qu'il doit y avoir aussi un certain type de gens, des artistes, des artisans, des écrivains, des cinéastes. C'est tout ces genres de gens-là que je veux rencontrer aussi. Une belle petite vallée. C'est pas la Belgique, mais c'est la Tuque. Moi, quand je bouge pas, là, je sais pas. Quand je bouge pas, il faut...
quelques années, quand je voyage pas, là, ça me bouille dans mes veines. Il faut que je voie du paysage. Il faut que je rencontre d'autres gens. Puis c'est possible. Connaître leur culture. Pas dans le but d'être comme du voyeurisme. C'est vraiment vivre avec le monde. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours vécu avec le monde. Dans mes voyages. Puis le but de ce voyage-là, ben, le sens de ça, ben, c'est ça, mon nomadisme. Quand mes amis européens, québécois, tout ça, ils viennent me voir dans ma communauté au Lac-Saint-Jean. Puis quand je suis pas là, parce que je suis tout le temps parti, les personnes là-bas, ceux qui me connaissent, les personnes âgées, tout ça, ils disent aux gens qui me cherchent: « Ah, Michel, le voyageur. » De 0 à 6 ans, mon père et ma mère, ils m'ont élevé en forêt, pratiquement en forêt. Apparemment, j'ai vécu un nomadisme, comme il devait être vécu dans le temps. Il y avait d'un chien de traîneau, tout ça, une toboggan. On véhiculait comme ça quand j'étais bébé en forêt, avec mon père et ma mère. La raison pourquoi j'étais seul avec mon père et ma mère, malgré le nombre d'enfants qu'on a eu dans la famille, c'est que les plus vieux étaient déjà dans les résidences pour pensionnats amérindiens, pour les Autochtones. Puis moi, l'âge où je devais rentrer au pensionnat, c'était 5 à 6 ans, comme m'avait dit ma mère. Puis là, j'ai resté là 10 ans. Mais 10 ans, ça m'a... J'ai pas oublié la vie en forêt quand même. C'est resté c'est stigmatisé en dedans de moi. Cette culture-là, cette tradition-là que le gouvernement a voulu nous enlever dans leur programme. J'ai sorti du pensionnat quand même au bout de 10 ans avec une cicatrice de blessure. Où les frères, parce qu'on faisait des fautes, parce qu'on faisait des petits coups, les frères, les prêtres nous battaient. J'étais même agressé sexuellement là-dedans, dans le pensionnat. Puis moi, ma blessure, ben, ça s'est accentué par rapport à ça. C'était beaucoup plus... la cicatrice était beaucoup plus profonde, plus large, plus longue. Puis comment je me suis sorti de ça, et je suis en train de me sortir encore, probablement ça va prendre une partie de ma vie, toute cette histoire-là de pensionnat, mais quand même, j'ai conscientisé quand même c'est quoi la victimisation, c'est quoi la guérison, c'est quoi le rétablissement, tout ça. J'ai eu quand même un parcours, je dirais, de conscientisation dans ma vie. Du moment que, dès l'âge de l'adolescence, j'ai conscientisé qui j'étais. J'étais un autochtone. Cet être, par l'entremise des pensionnats, il a voulu nous assimiler, nous rendre citoyenneté canadienne comme tout le monde. Donc très tôt, j'étais conscient de mon état d'âme. Pourquoi je traînais un côté sombre de moi-même qui ne m'appartient pas ou que j'identifiais pas que c'était pas à moi ce côté sombre, que c'était l'histoire du pensionnat. Ce qui m'a permis de me rétablir aussi, c'était beaucoup de lecture. Je suis quelqu'un qui lit énormément. C'est 10 petits Indiens, domaine étranger. Charmant Alexis. Je crois que dans ce voyage-là, Hélène va vouloir rencontrer cet écrivain-là. Puis
pense qu'elle sait déjà dans quel coin qu'elle demeure, peut-être dans l'Oregon. Je sais pas trop à quelle place, mais on a l'intention de rencontrer ces gens-là aussi. C'est Hélène qui m'a envoyé ça par avion. Et j'ai d'autres livres aussi, Clamer ma vérité, réflexion sur la réconciliation et le pensionnat, que j'ai pas lu encore, mais que j'ai l'intention de... C'est des petits documents. Puis ça, c'est un Atikamekw qui m'a prêté ça, Gilles Petitcuit, qu'on était au pensionnat ensemble. Lui, il était dans les grands, moi, j'étais dans les petits. Puis je l'ai retrouvé en demeurant à la Tuque. Puis il dit, est-ce que tu connais Mireille Thibault? J'ai dit non. Elle a écrit un livre sur la légende du Wendigo, entre fiction et réalité. Étude d'une possession criminelle. Ça, c'est le propriétaire de l'auberge, Yvon, puis c'est lui qui m'a donné ça en cadeau. Au secours de l'Amérique française en 1632, voyage de la Nouvelle-France occidentale. C'est Samuel de Champlain. Puis c'est un livre qui est intéressant aussi, parce que des fois, on lit l'histoire, mais on ne peut pas tout lire d'un seul livre. Des fois, on retrouve d'autres vérités dans d'autres livres. Puis ça m'a aidé à extérioriser ce que je vivais en dedans. Ça a pris du temps, mais j'étais là. Ça s'est fait. Puis aussi par l'entremise de psychologues, cliniciens, sous forme de thérapie avec un clinicien psychologue, ben, ça m'a aidé aussi à voir un peu plus clair mes cauchemars qui revenaient souvent. J'avais 3-4 rêves différents qui revenaient, qui me hantaient. Puis quand par l'entremise du psychologue clinicien, ben, ça m'a aidé à psychanalyser ces rêves-là. C'était lié avec le pensionnat, des traumatismes. Il n'y a pas longtemps que j'ai compris ça. Mais l'important, c'est de comprendre. C'est pas le temps, mais c'est de comprendre. Puis j'ai pas essayé de rattraper le temps, comme on dit, quand on découvre qui on est, mais de poursuivre, de continuer pareil ma route avec ce que j'ai appris. Je crois que la tradition, la culture, pour moi, c'est un état d'esprit, c'est un état d'ombre. Le rabat est en 3021. La tradition, la culture doit se vivre premièrement dans l'ombre, dans ces sphères-là. Après ça, physique. Parce que moi, je suis de la nation Innu. Les Français nous appelaient les montagnais. Je suis du Lac-Saint-Jean. Donc, quand je m'en vais au Montana, quand je m'en vais au Nouveau-Mexique, quand je m'en vais voir les Indiens au Connecticut, les Wampanoag, les Powhatan au New Jersey, j'amène avec moi ce que je suis, moi. Je suis un Innu, un humain. C'est ça, c'est un projet que ça fait longtemps que j'avais à cœur, puis c'est la légende de la Sky Woman, chez les peuplades des plaines dans l'Ouest, chez les Sioux, Cheyennes. On n'a pas les mêmes croyances dans leur Dieu, puis tout ça. Et quand le premier calumet qui a été offert dans cette légende-là, c'est une femme qui est venue du ciel, tout en lumière, puis est venue amener le calumet chez l'être humain, chez ces peuplades-là. Puis ça, tout va être encadré.
Puis cette femme-là, dans la légende, il remet à l'être humain le calumet de la paix. Pour que les gens puissent vivre en paix. Dans mon voyage, il y a aussi que je vais amener ma créativité dans ce voyage-là. Je vais commercer aussi. Donc, je vais leur proposer des objets aux États-Unis. Probablement qu'il y a des choses qu'ils n'ont jamais vues encore, des mocassins amérindiennes montagnaises. Ça, ils n'en verront pas. Donc, je vais les amener là-bas. Les poules d'orignal, probablement qu'ils n'ont jamais vu ça, des poules de caribou. Les cordonniers d'aujourd'hui, quand ils voient ça chez les Québécois, ils nous disent comment vous faites pour faire des plis comme ça dans vos mocassins. Ils disent, on n'a jamais rien compris ce système-là. Comment est-ce que vous faites pour faire les plis? Puis l'attrapeur de rêve, l'origine des attrapeurs de rêve, moi ce que j'ai su aux États-Unis dans les Grands Lacs, c'est les Ojibwe américains. L'attrapeur de rêve s'est inspiré d'une toile d'araignée. L'origine de l'attrapeur de rêve est vraiment d'une toile d'araignée. Donc dans la toile, quand l'Indien y rêve, le négatif va se coller dans la toile d'araignée. Le positif, lui, j'aurais dû amener une plume. Le positif, lui, il va être dans le centre, dans le trou de l'attrapeur de rêve. Il y a une plume. Celui-là, je n'ai pas fini encore. Il reste encore à perler ici. Le même motif que ces perlages-là. Ça, c'est une bande de poules d'orignal. Puis, c'est des perles de verre. Quand les Européens sont arrivés avec les perles, ben, on a échangé nos piquants de porc-épic pour les perles de verre. Ça fait longtemps qu'on est adapté à ça. Puis je fais toutes sortes de créativités comme ça. Comme celle-là, c'est un tipi qui va être suspendu ici. Il y a un trou là. Puis on a un cuir là. Il va être pendu là. Puis ici, il va y avoir des froufrous, des petites plumes. C'est juste de faire évoluer. Tu évolues ton art. Tu le mets au temps d'aujourd'hui. Tout en gardant un cachet quand même historique de la matière, de l'objet. Puis ce livre-là, de Two Place de Caribou, c'est une femme en Suisse qui a tout répertorié, tous les designs. Atikamekw, pas Atikamekw, Cri, Naskapi, Montagnier. On a tous les mêmes designs. Les tambours sont tous pareils aussi, les tambours chamaniques. Donc, je travaille dans mon artisanat, quand je fais de l'artisanat Innu, je travaille à partir de ces designs-là, que je vais les peindre en acrylique. Ça, c'est un design que je veux faire dans les t-shirts. Ça, c'est un tambour avec ses plumes, des trépieds, puis sa coiffe de chef qui met sur le trépied. Tellement plaisant. Je mets ça dans les vêtements, je mets ça dans les hochets, dans mes tambours. Je fais des plumes aussi. Pas des plumes, je fais des papillons. Je reproduis les papillons. Je les mets en... Ça, c'est tous des papillons, des patrons que je fais. Que je vais les mettre en... des barrettes pour les cheveux. Il y a quelque chose au moins qui me satisfait quelque part, c'est que dans cette cicatrisation-là, le gouvernement en 2008 il a fait ses amendes honorables, il a fait ses excuses. Ben ça, quelque part, ben je le prends. Jusqu'à un certain degré de ces excuses du gouvernement. Pour que je puisse le mettre, moi, dans ma cicatrice. C'était une phase très difficile, mais aujourd'hui, à 55 ans, ben, je comprends mieux.
De ce que je comprends, ben, c'est ce qui m'aide à m'avancer aussi, à m'émanciper, puis de voir que la vie est belle encore aujourd'hui. Puis que demain, ça va être encore beau, aussi beau qu'aujourd'hui. Surtout avec des beaux projets comme ça, de voyage.